vous ai déjà parlé dans de précédentes vidéos de l'influence de vos mémoires karmiques sur vos vies et à cette occasion, j'avais montré comment des incidents ou des morts tragiques dans vos vies antérieures pouvaient influer sur votre état de santé et provoquer des douleurs assez proches de celles qui avaient été ressenties sur d'autres plans d'existence. Alors si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous recommande vraiment de le faire. Je vous mettrai d'ailleurs les liens en description. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ces histoires d'amour qui transcendent le temps. Tantôt pour permettre à l'amour de continuer sur Terre, tantôt pour réparer une rupture, une trahison, un épilogue tragique, ou même pour confirmer un serment qu'on aurait fait. Je suis d'ailleurs certaine que nombre d'entre vous ont déjà ressenti cette conviction d'avoir déjà vécu quelque chose de très puissant avec les personnes qui partagent leur vie. Et c'est très beau quand tout se passe bien, mais vous imaginez bien que lorsque quelqu'un vient me voir, c'est plutôt parce que quelque chose cloche dans sa vie et qu'il souhaite en trouver la raison. Bonjour à tous et merci de partager ces instants avec moi. Avant de commencer ce 11e numéro des Rendez-vous d'ailleurs sur Terre, pensez à vous abonner et à laisser un pouce à la fin du visionnage si le contenu vous a intéressé. Et j'espère bien que ça va vous intéresser puisqu'aujourd'hui, je vous parle des incroyables histoires d'amour qui nous ont été révélées l'une par les ulcères aux chevilles de Priscilla, et oui, surprenant quand même, et l'autre par les 2 mariages ratés d'Elsa. Vous êtes prêts? C'est parti pour le numéro 11. Priscilla est une magnifique réunionnaise dont on n'imaginerait jamais la souffrance tant elle est belle et solaire. Pourtant, quand je la rencontre pour la première fois, elle souffre depuis 15 ans d'ulcères aux chevilles dont la médecine ne parvient pas à favoriser la cicatrisation ou du moins que pour des périodes brèves avant que les plaies ne se reforment à nouveau. Il se trouve que ces ulcères apparaissent très rapidement après qu'elle s'installe avec son mari Philippe et ses 3 jeunes enfants sur l'île de la Réunion, qui est la terre de leurs ancêtres où elle n'avait jamais vécu auparavant. Du jour au lendemain, Priscilla bascule d'une vie très active où elle pratique la course à pied de haut niveau avec Philippe à plus rien. Et même quand elle revient s'installer en métropole quelques années plus tard, rien n'y fait, les ulcères continuent de lui lacérer les chevilles. On comprend évidemment très vite que l'apparition soudaine de ces ulcères était totalement liée à son arrivée à La Réunion, à cette nouvelle vie qui commence et son lot d'imprévisibles et d'inconnus. Encore faut-il découvrir le pourquoi de cette réaction du corps. Comme d'habitude, j'établis une connexion énergétique avec Priscilla, mais cette connexion me renvoie immédiatement des images liées à une période très sombre de l'histoire de l'île de la Réunion, dont j'ignore tout d'ailleurs. J'ai la vision terrible d'une femme fer aux chevilles dans ce qui est vraisemblablement un marché aux esclaves. La femme hurle de désespoir, les chevilles en sang, mais plus que de douleur physique, elle hurle parce que face à elle, sur la plage, se déroule l'exécution de son mari, fouetté et battu à mort. Il me semble évident que ce moment terrible, advenu sans doute dans une vie antérieure, est enregistré dans la mémoire vibratoire de Priscilla au moment où elle foule le sol réunionnais. Une terrible connexion s'enclenche qui fait remonter des souvenirs de souffrance qui vont s'exprimer à travers les ulcères et ne la lâcheront plus. Avant même de partager ces informations avec Priscilla, je procède alors à la déprogrammation vibratoire de tous les traumatismes liés à des maltraitances, à sa vie d'esclave, dont la scène de l'assassinat de son mari. Et ce n'est qu'une fois le soin énergétique terminé que je révèle la cause karmique hypothétique sur laquelle je viens de travailler. Mais c'est alors que Priscilla me donne une information capitale qu'elle avait omis de me livrer pendant notre temps d'échange, sans doute parce qu'elle était encore trop douloureuse. Son propre mari, dans cette vie, Philippe, était en fait mort noyé sous ses yeux et ceux de ses enfants à La Réunion quelques années auparavant. Voilà en réalité l'événement qui l'avait déterminé à quitter l'île et à revenir en métropole. Autant vous dire que ça donne le vertige, car ce qui avait été vécu dans une vie passée dans un lieu s'était reproduit dans d'autres circonstances certes, mais dans le même lieu et très vraisemblablement avec la même personne. C'est en tout cas l'information qui me parvient instantanément. C'est comme si de vie en vie se jouait une séparation tragique, une fatalité terrible qui rendait l'amour de Priscilla et de son mari impossible. Et elle revivait dans ses chevilles le terrible drame qui s'était joué des siècles auparavant et annonçait la mort tragique de son époux qui devait arriver dans cette vie.
Alors, à partir du moment où nous avons déprogrammé les traumatismes liés à la mort terrible de son mari, à laquelle elle avait assisté dans cette vie comme dans sa vie antérieure, les ulcères de Priscilla ont commencé à guérir pour disparaître complètement quelque temps plus tard. Mais dans le cas de Priscilla, le but ultime de cette déprogrammation n'était pas uniquement la guérison des ulcères, mais aussi et surtout peut-être qu'elle et son amoureux ne soient plus jamais séparés par une mort tragique. Mais cela, seules les vies futures le leur montreront. Je vais maintenant vous parler d'Elsa, qui me consulte parce qu'à seulement 35 ans, elle s'apprête à se marier pour la 3e fois. Alors Elsa n'est pas une croqueuse d'hommes, mais plutôt la victime récurrente de manipulateurs violents. Et à l'aube de son 3e mariage, elle aimerait être sûre qu'elle ne s'apprête pas à faire une 3e bêtise. Alors évidemment, je lui dis qu'il n'est pas de mon ressort de donner mon avis ou mon jugement sur la viabilité de sa relation actuelle, mais qu'en revanche, on peut essayer de déterminer les causes émotionnelles profondes qui l'ont conduite à 2 mariages ratés. Car vous allez voir que les 2 premières fois, Elsa est retombée exactement sur le même profil d'homme avec qui toute relation équilibrée aurait été impossible. Alors Elsa a que 23 ans lorsqu'elle se marie avec Amaury qui est de 20 ans son aîné. C'est a priori un homme charmant, galant, charismatique, qui a une bonne situation comme on dit et qui sait la flatter pour son intelligence alors qu'avant lui, elle avait plutôt connu des jeunes gens qui la voulaient pour son physique. Et en effet, on l'aurait plutôt imaginé arpentant les podiums de la Fashion Week que sur les bancs de la faculté de droit où elle faisait ses études à l'époque. Sauf qu'après le mariage, elle se rend peu à peu compte qu'il la coupe de tout. Il la pousse à arrêter ses études et puis peu à peu, il l'isole de ses amis, de sa famille, bref, de tout. À un certain point, elle finit par réaliser qu'en fait, elle représente juste un trophée de plus pour son époux, presque au même titre que la Porsche dans le garage, les bureaux à la Défense et l'appartement à Neuilly. Et puis, les petites remarques péjoratives qu'il distille lui font perdre peu à peu confiance en elle, en son jugement, en son intelligence. Elle ne se trouve plus jamais assez bien et même plus jamais assez belle. Elle finit par s'enfermer sans même qu'il lui demande par peur des questions qu'il pourrait lui poser sur qui elle a vu, ce qu'elle a fait, de quoi elle a parlé. Sa vie devient un enfer qu'elle parvient à briser au bout de 5 ans qui l'ont complètement détruite. Heureusement, un jour, elle trouve la force de s'extraire de l'emprise d'Amaury et s'enfuit pour retourner dans sa famille dans le sud-ouest. Là, vous imaginez bien que le retour n'est pas facile. D'une part, parce que ses parents n'avaient pas compris pourquoi elle s'était progressivement éloignée d'eux et en avait souffert. D'autre part, parce qu'elle n'a plus de repères. Et puis, on s'habitue vite à un mode de vie plus aisé. Donc, d'un côté, elle est heureuse d'avoir échappé à son mari, mais de l'autre, elle a l'impression de faire un bond en arrière colossal et de redevenir une petite fille. Le divorce se passe très facilement. Pour Amaury, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Ils n'ont pas d'enfants et le contrat de mariage fait qu'elle ne peut prétendre à rien. Elle n'essaie d'ailleurs même pas de se battre car elle veut clore au plus vite cette page de sa vie. Et c'est celui qui lui sert de frère depuis toujours, son ami d'enfance, dont elle s'était aussi éloignée, qui l'aide à se reconstruire et l'oriente vers le métier d'agent immobilier. Mais sa solitude lui est pénible, le vide sentimental lui pèse et elle retombe vite dans une nouvelle relation avec Stéphane, un homme attentionné, aimant, plein d'humour, avec qui elle se marie malgré les avertissements de son meilleur ami qui le connaît de loin et ne sent pas du tout le bonhomme. Et en effet, cette union vire très vite au cauchemar puisque le lendemain même de ses noces, son mari se montre sous un tout autre jour, autoritaire, jaloux, contrôlant et même violent. Elsa a l'impression de revivre le même scénario une 2e fois, en pire, comme si une fatalité tragique s'abattait sur elle à chaque fois qu'elle disait oui à un homme. Elsa a alors 32 ans et cette fois, elle ne laisse pas traîner les choses et après seulement 3 mois de mariage et malgré les menaces, elle demande le divorce. Mais cette fois, contrairement au premier divorce, elle devra faire face à des pressions psychologiques, à des menaces, du harcèlement. Fragilisée, elle tombe en dépression et ne se relève que grâce à l'amour d'un 3e homme en qui elle a vraiment toute confiance et qui lui a demandé sa main pour le meilleur et pour le pire. Mais bon, cette fois, on aimerait bien éviter le pire quand même. On est là clairement sur un cas de schéma amoureux toxique récurrent dont il faut identifier l'origine afin de pouvoir le déprogrammer et éviter que la même chose se reproduise une 3e fois.
Et dans le cas d'Elsa, le décodage vibratoire m'indique que sa problématique est inscrite à la fois dans ses mémoires karmiques et dans ses mémoires transgénérationnelles. Je vous rappelle au passage que les mémoires karmiques concernent nos vies antérieures alors que les mémoires transgénérationnelles ont trait à votre passé familial, ce qui est bien distinct puisqu'on ne se réincarne pas forcément dans la même lignée familiale. Pour autant, il n'est pas rare non plus que ça se produise et on peut aussi être la réincarnation finalement d'un ou d'une aïeule. Voilà pour la première information que j'obtiens. Chez Elsa, le karmique et le transgénérationnel ne font qu'un. Et il semble même que la problématique d'Elsa soit reliée avec 3 vies antérieures dans sa lignée maternelle. Je retrouve d'abord une vie de religieuse assez récente puisqu'elle se termine en 1980. Il semblerait qu'une de ses aïeules soit entrée au couvent très jeune après avoir juré de ne jamais se marier avec un autre que le garçon qu'elle aimait et avec qui la famille refusait qu'elle s'unisse. Je retrouve aussi une vie plus ancienne qui se termine au tout début du XXe siècle. Là, j'y vois une jeune femme battue à mort par son époux peu après leur mariage. Là encore, on a un amour interdit par la famille et un mariage forcé. Mais cette fois, un prénom me parvient et c'est Victor. Je n'en sais pas plus, mais je note clairement une réaction sur le visage d'Elsa lorsque je prononce le prénom. Je continue pourtant mon décodage et je remonte à une vie antérieure encore plus lointaine, probablement la deuxième moitié du 19e siècle où je retrouve encore une histoire d'amour impossible d'une jeune fille avec celui qui est son amoureux depuis l'enfance sans doute, avec qui il lui est interdit de s'unir et qui se suicide le jour où elle épouse celui que ses parents lui imposent. À partir de là, il me semble tout à fait évident que nous sommes dans un schéma récurrent d'amour impossible entre deux êtres qui sont liés par un serment d'exclusivité qui leur interdit d'être heureux l'un sans l'autre. Ils préfèrent choisir la mort ou la religion plutôt que de ne pas pouvoir vivre leur amour et de vie en vie, ils retentent le coup. La première fois, c'est lui qui meurt, la deuxième, c'est elle, la troisième, elle ne meurt pas mais elle devient religieuse. On va peut-être y arriver cette fois. Et dans cette vie, le serment semble être suffisamment actif pour qu'Elsa s'unisse avec des hommes avec lesquels tout amour et tout bonheur sera impossible. Vous imaginez bien que si j'ai choisi d'évoquer la problématique d'Elsa, c'est que la séance a été assez troublante. Car en effet, Elsa me confirme tout d'abord que la sœur d'une de ses arrière-grand-mères maternelles était religieuse et qu'elle était décédée quelques années avant sa naissance, autour des années 80. Mais le mieux reste à venir, puisque ce qu'elle me révèle corrobore les hypothèses des 2 autres vies antérieures. Et là, autant vous dire que je bois du petit lait. Victor est le prénom de son futur mari, qui est l'ami d'enfance dont nous avons parlé plus tôt et qui avait été présent pour la soutenir au moment de ses divorces. C'est pas incroyable? Quand la réalité vient confirmer ce que les vies antérieures nous apprennent. Alors c'est à ce moment-là de la vidéo que je vous sers mon petit couplet habituel sur le fait qu'il est essentiel de prendre de la distance par rapport à ces informations venues d'ailleurs. Il se peut aussi que je sois allée pêcher dans l'inconscient d'Elsa, telle une mentaliste, l'existence d'une aïeule religieuse et le prénom de son futur époux qui se trouve être son ami d'enfance. Il reste en effet indispensable, et je ne le répéterai jamais assez, de ne pas prendre toutes ces informations venues de plans subtils pour argent comptant. Ce sont des hypothèses de travail dont nous n'avons aucune preuve de la véracité et sur lesquelles moi-même je garde toujours une certaine réserve. Cela ne m'empêchera pas pour autant de travailler sur elles et si les résultats sont à la clé, tant mieux, et peu importe si les moyens d'y parvenir peuvent sembler irrationnels du moment que le consultant voit sa vie s'améliorer, ce qui est le plus souvent le cas. Voilà qui est dit. Pour autant, je ne vous cacherai pas que de mon côté, j'aime à croire que l'union d'Elsa et de Victor fait partie de ces incroyables histoires d'amour qui défient le temps. Et pour être sûr que rien ne pourrait cette fois entraver leur union, on a tout simplement déprogrammé la mémoire liée à l'impossible union de ces amoureux de toujours qui aujourd'hui sont enfin unis par les liens sacrés du mariage. Et voilà, notre 11e rendez-vous d'ailleurs sur Terre se termine. J'aurais pu vous relater d'autres séances surprenantes sur le même thème. Et d'ailleurs, j'avais publié l'histoire incroyable de Réjeanne et Maxence sur YouTube et TikTok il y a quelques semaines. Je vous invite vraiment à aller la regarder car elle est vraiment étonnante aussi. Je vous rappelle que vous pouvez aussi essayer d'en savoir plus sur vos problématiques de vie ou sur l'origine de vos souffrances physiques
et psychique en prenant un rendez-vous via la plateforme créneaulibre.fr. Les séances se font en très grande majorité à distance puisque mes consultants viennent des 4 coins de la francophonie et que j'habite moi en plein centre de la France et même en pleine campagne. Alors à bientôt sur YouTube, TikTok ou en consultation visio. Bye!